Le vent de décembre transperçait la veste de Harvey Sawyer alors qu'il se tenait sur le porche de ce qui lui avait autrefois semblé être un foyer. La maison était sombre, à l'exception d'une seule lumière dans le salon. Aucune décoration n'ornait les fenêtres, aucune couronne ne pendait à la porte, aucune chaleur n'émanait de l'intérieur. Il avait conduit 29 kilomètres sans s'arrêter depuis Fort Bragg, utilisant son congé d'urgence parce que son instinct lui disait que Mélodie avait besoin de lui. Sa fille de 8 ans avait semblé étrange lors de leur dernier appel, sa voix était trop prudente, trop mesurée pour une enfant qui aurait dû être excitée à l'idée de Noël. Harvey essaya la porte, qui n'était pas verrouillée. À l'intérieur, la maison était silencieuse, des boîtes vides étaient empilées près de la porte du garage, avec des étiquettes de bagages de designer encore attachées. La cuisine était impeccable, intacte. Ses bottes résonnaient sur le parquet, tandis qu'il traversait des pièces qui ressemblaient plus à un musée qu'à un foyer. Puis il la vit. Mélodie était assise en tailleur sur le sol à côté d'un arbre de Noël nu, encore dans son support, mais non décoré. Elle portait son pull violet préféré, celui qu'il lui avait envoyé lors de sa dernière mission, et ses cheveux noirs étaient attachés en une queue de cheval désordonnée qu'elle avait manifestement faite elle-même. Aucun cadeau ne l'entourait, aucun biscuit n'avait été laissé, aucun signe que quiconque avait célébré quoi que ce soit. « Papa !» Elle sauta sur ses pieds et Harvey la serra dans ses bras. La soulevant comme si elle ne pesait rien, elle enfouit son visage dans son épaule et il sentit son petit corps trembler. « Hé, ma petite fille, je suis là maintenant. » Il la porta jusqu'au canapé, l'installant à côté de lui. « Où est ta mère ?» Mélodie recula et Harvey vit quelque chose dans ses yeux qui lui serra la poitrine. Pas l'innocence d'une enfant, mais une lassitude qui n'y avait pas sa place. Elle fouilla dans sa poche et lui tendit une note pliée. Le papier était luxueux, de couleur crème avec des bords gaufrés. La mère de sa femme avait toujours eu des goûts prétentieux. « Nous célébrons les fêtes aux Bahamas. Mélodie est désormais ta responsabilité. Nous discuterons des arrangements permanents à notre retour. La clé est sous le tapis si tu en as besoin. Ne t'embête pas à appeler Debra. » Harvey lut la note 2 fois, sa mâchoire se crispant à chaque mot. « Quand sont-ils partis ? » « Il y a 3 jours. Maman a dit que tu ne viendrais probablement pas de toute façon. Alors ils devraient partir sans nous. Grand-mère Déborah a dit que je pouvais rester ici ou aller chez les voisins si j'avais peur. » La voix de Mélodie était stable, mais ses mains se tordaient sur ses genoux. « Je n'avais pas peur. Je sais verrouiller les portes et appeler le 911. » Bon sang, Harvey la serra à nouveau contre lui. « T'ont-ils laissé de la nourriture ? Il y a des trucs dans le congélateur. J'ai fait des macaronis au fromage hier. » Elle le dit comme si c'était normal. Comme si les enfants devaient se débrouiller seuls à Noël. « Papa, je suis contente que tu sois venu. J'ai trouvé quelque chose. » « Trouvé quoi, ma chérie ?» Mélodie se dégagea et courut à l'étage. Harvey entendit ses pas dans ce qu'il savait être la chambre principale, celle où sa femme Christine avait dormi seule l'année passée depuis qu'elle lui avait demandé de prendre la chambre d'amis pendant ses permissions. Quand sa fille revint, elle portait un portefeuille en cuir, du genre que les avocats utilisent. Il était verrouillé, mais quelqu'un, probablement Mélodie, l'avait forcé. Le fermoir en laiton pendait, cassé. Ils étaient tous en train de faire leur bagage. Grand-père Gérald criait après maman à propos de quelque chose et grand-mère était dans sa chambre. J'étais censé regarder la télé, mais je suis allé aux toilettes dans le bureau de grand-père parce que l'autre était occupé. Elle ouvrit le portefeuille avec précaution. C'était dans le tiroir de son bureau. Il n'était même pas verrouillé. Je pense qu'il avait oublié qu'il était là. À l'intérieur, il y avait des documents. Les mains de Harvey s'immobilisèrent quand il reconnut la signature de son père sur la première page. Il était daté de 15 ans plus tôt, 6 mois avant qu'Aaron Sawyer ne meure d'une crise cardiaque due au stress. Selon l'acte de décès, Harvey avait 19 ans, rentré de sa première mission quand ils avaient enterré son vieux. Son père avait été entrepreneur, un bon construisant des maisons sur mesure dans la région de Charlotte, une petite opération, juste lui et une équipe de 6, mais un travail honnête qui payait les factures. Puis un jour, son plus gros contrat avait capoté, le client avait prétendu un travail défectueux, l'avait poursuivi en justice, et Aaron Sawyer avait tout perdu. Le stress l'avait tué en quelques mois, les mains de Harvey tremblaient tandis qu'il lisait. Le document était un contrat entre l'entreprise de son père et Hoffman Development Group, la société de Gerald Hoffman. Mais il y avait des amendements, des changements faits après que son père ait signé des exigences structurelles modifiées, des spécifications de matériaux altérés, des délais compressés, tout conçu pour rendre l'offre originale impossible à réaliser de manière rentable. En dessous,
Il y avait des emails imprimés montrant Gérald coordonnant avec l'inspecteur du bâtiment, un homme nommé Wayne Werner, pour faire échouer le projet à des points stratégiques, des photographies de Werner acceptant des enveloppes, des relevés bancaires montrant des paiements de Hoffman Development Group à un compte offshore qui semblait appartenir à la femme de Werner. Ils avaient piégé son père, l'avaient saboté, l'avaient détruit délibérément. Et au fond du portefeuille se trouvait le trophée, une note manuscrite de Gérald à son comptable, datée de 3 mois après la mort d'Aaron. Propriété Sawyer acquise aux enchères, démolition prévue pour le mois prochain. Le terrain est parfait pour le complexe commercial. Assure-toi que la liquidation couvre nos coûts d'acquisition. Ils avaient volé l'entreprise de son père, sa réputation, puis acheté le terrain pour une bouchée de pain. Harvey se mit à rire. Cela commença par un gloussement et se transforma en quelque chose de plus sombre. Mélodie le regarda avec des yeux inquiets. « Papa, c'est bon, ma petite. » Il lissa ses cheveux en arrière. « Tu as bien fait? Vraiment bien? Est-ce que quelqu'un t'a vu prendre ça? » « Non. Je l'ai mis dans mon sac à dos avec mes dossiers de devoirs. Ils n'ont même pas vérifié. Petite maligne. » Il embrassa son front. « Ton grand-père pensait que j'étais juste un idiot de soldat, n'est-ce pas? Quelqu'un qu'il pouvait bousculer, quelqu'un qui n'était pas assez bien pour sa précieuse fille. » Harvey avait rencontré Christine Hoffman à un événement caritatif 9 ans plus tôt. Elle faisait du bénévolat, lui était en uniforme de parade, représentant la base à une collecte de fonds. Elle était belle, intelligente, gentille, ou du moins l'avait-il cru. Ils s'étaient mariés rapidement, probablement trop rapidement. Mélodie était née 1 an plus tard. Et pendant un temps, Harvey avait cru avoir construit quelque chose de vrai, mais Deborah et Gerald Hoffman n'avaient jamais approuvé. Harvey n'était pas issu de l'argent. Il avait grandi dans la classe ouvrière, avait rejoint l'armée parce que c'était sa meilleure option, avait gravi les échelons jusqu'au grade de capitaine par la force et la compétence. Pour les Hoffman, il n'était que le domestique en uniforme. Ils avaient souri au mariage et n'avaient cessé de critiquer depuis. L'année passée avait été la pire. Christine s'était éloignée pendant sa mission. Quand il rentrait en permission, elle était froide, mécanique. Il avait essayé de sauver le mariage, suggéré une thérapie, mais elle le regardait comme un étranger. Maintenant, il comprenait. Ses parents lui avaient murmuré du poison à l'oreille pendant des années, et elle avait fini par écouter. « Je dois passer quelques appels », dit Harvey. « Mais d'abord, nous sortons de cette maison, nous allons à l'hôtel, commanderons le service en chambre et regarderons les films que tu veux. Demain, nous nous occuperons de Noël, marché conclu. » Le visage de Mélodie s'illumina pour la première fois. Marché conclu. Pendant qu'il faisait sa valise, l'esprit de Harvey travaillait déjà. Les Hoffman n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils pensaient avoir gagné, pensaient que l'avoir écarté, avoir considéré sa fille comme un fardeau, tandis qu'il vivait la grande vie au paradis avec de l'argent volé sur le cadavre de son père. Ils n'avaient aucune idée de qui était vraiment Harvey Sawyer, pas le gendre tranquille qui tolérait leurs insultes, pas le soldat absent qu'ils pouvaient ignorer. Ils étaient sur le point d'apprendre ce qui arrivait quand on faisait du tort à un homme qui avait passé 15 ans à apprendre la stratégie, à planifier des opérations et à exécuter des missions dans des endroits où les erreurs signifiaient de la mort. Harvey Sawyer allait venir pour eux, et il allait leur faire payer pour chaque fichue chose qu'ils avaient prise. La chambre d'hôtel était chaude et Mélodie dormait enfin. Enroulée sous la couette avec son lapin en peluche usé serré contre elle, Harvey s'assit au petit bureau, le portefeuille étalé devant lui et fit une liste. Non pas d'évidence, il en avait, mais de personnes. D'abord, Tony Farley, son ancien camarade d'escouade qui avait quitté l'armée et travaillait comme détective privé à Raleigh. Tony lui devait une faveur. Harvey l'avait tiré d'une mauvaise situation à Kandahar qui aurait mis fin à sa carrière. Ensuite, Clifford Byers, un avocat que Harvey avait aidé quand des voyous locaux avaient essayé de racketter son cabinet pour de l'argent de protection. Clifford avait des connexions dans la communauté juridique de Charlotte. Troisièmement, Dennis Harmon, un expert comptable qui avait épousé la cousine de Harvey. Dennis pouvait tracer l'argent à travers un labyrinthe de sociétés écrans, mais avant tout cela, Harvey devait comprendre l'ensemble du tableau. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à fouiller dans Hoffman Development Group, les registres publics, les articles de presse, les dépôts commerciaux. Ce qu'il trouva lui glaça le sang et élargit son sourire. Gerald Hoffman avait bâti un empire sur les mêmes tactiques qu'il avait utilisées contre Aaron Sawyer. Au cours des 15 dernières années,
Hoffman Development avait acquis 17 propriétés par des moyens douteux, des petits entrepreneurs embauchés puis sabotés, des inspecteurs du bâtiment qui trouvaient des violations qui disparaissaient mystérieusement après que les propriétés changent de main. À chaque fois, Gérald achetait aux enchères ou par des ventes privées à une fraction de la valeur marchande. C'était un schéma, un système, et il était toujours en cours. Harvey avait rencontré Christine à un gala pour les vétérans blessés. Elle avait 23 ans, fraîchement sortie d'une école de commerce, faisant du bénévolat qui faisait bien sur un CV. Lui avait 26 ans, lieutenant avec 2 missions à son actif et une poitrine pleine de médailles dont il ne parlait jamais. Elle l'avait approché au bar, avait posé des questions sur son service, semblait sincèrement intéressée. Quand elle riait à ses histoires, cela semblait réel. Leur premier vrai rendez-vous avait été au mini-golf. Elle portait un jean et un chemisier simple, avait laissé ses bijoux Tiffany à la maison. Elle lui avait parlé de son enfance dans les cercles élitistes de Charlotte, comment cela pouvait être étouffant. Comment tout le monde s'attendait à ce qu'elle épouse un gosse de riche de Duke ou Chapel Hill. Harvey avait écouté, pensant qu'elle était peut-être différente des filles riches qu'il imaginait. Peut-être voulait-elle quelque chose de vrai. Il avait eu à moitié raison. Christine avait voulu se rebeller contre les attentes de ses parents pendant environ 6 mois, puis Deborah Hoffman avait commencé à appeler plus souvent. Gérald avait insisté pour des dîners du dimanche. La pression s'était accumulée lentement comme l'eau contre un barrage. Au moment de leur mariage, des fissures étaient déjà apparues. La naissance de Mélodie avait retardé l'inévitable. Pendant 3 ans, Christine avait été une mère dévouée et Harvey s'était convaincu qu'ils étaient heureux. Mais Gérald n'avait jamais arrêté de le miner. Des commentaires anodins sur le salaire de Harvey, des questions sur l'avenir réel que l'armée offrait, des suggestions que Christine méritait mieux que le logement de base et les cycles de déploiement. La poussée finale avait eu lieu 8 mois plus tôt. La mère de Harvey était morte. Cancer. Rapide et brutal, il avait pris un congé d'urgence, était rentré pour l'enterrer et régler ses affaires. Elle lui avait laissé la maison où il avait grandi. La seule chose qu'Aaron Sawyer n'avait pas perdue avant sa mort, c'était petit, avait besoin de travaux, mais c'était payé, et c'était chez lui. Christine avait refusé même d'y jeter un œil. « Nous n'allons pas déménager dans un quartier délabré. » Harvey. « Pense aux écoles de Mélodie. Pense à notre avenir. » « Notre avenir, » avait répété Harvey. « Tu veux dire l'avenir de tes parents ?» La dispute qui avait suivi avait été leur pire. Elle l'avait appelé égoïste, il l'avait appelé marionnette. Elle avait jeté un verre qui s'était brisé contre le mur. Il était sorti et avait dormi dans son camion cette nuit-là. Quand il était revenu, Christine avait déjà appelé ses parents. Gérald était arrivé avec son avocat. Pas de divorce encore ? Christine n'était pas prête à appuyer sur la détente, mais une séparation. Harvey avait déménagé dans la chambre d'amis quand il était à la maison, passait ses missions à se demander si son mariage existerait encore à son retour, et à travers tout cela, il avait essayé de protéger Mélodie du poison. Apparemment, il avait échoué parce qu'elle était là, abandonnée par sa mère à Noël, traitée comme un inconvénient par les grands-parents qui prétendaient l'aimer. Le téléphone de Harvey vibra. Tony Farley avait répondu à son message. 30 minutes à l'IHOP sur Indépendance. « Apporte ce que tu as. » Harvey regarda Mélodie, encore endormie paisiblement. Il appela la réception, demanda s'ils avaient quelqu'un qui pouvait surveiller sa fille pendant 1 heure. La gérante de nuit, une femme nommée Barb Lindsay avec des yeux bienveillants et des petits-enfants à elle, dit qu'elle montrait elle-même pendant sa pause. « Militaire ?» demanda-t-elle en arrivant, regardant la posture de Harvey, ses cheveux courts, la façon dont il se tenait. « Oui, madame. Mon fils est dans l'armée, 2e tour en Allemagne. Laissez-moi cette petite fille, et occupez-vous de ce que vous devez faire. » Tony Farley n'avait pas beaucoup changé, toujours bâti comme un linebacker, portant toujours ses lunettes d'aviateur emblématiques. Même la nuit, ils prirent une banquette dans un coin et Harvey fit glisser le portefeuille sur la table. Tony lut en silence, sa mâchoire mâchant un chewing-gum. Quand il finit, il lâcha un sifflement bas. « Hoffman. Gerald Hoffman. Bon sang, Harvey, tu t'es marié dans un nid de vipères. Tu le connais ? Je le connais de réputation. Sale et promoteur. Politicien connecté. Assez d'argent pour faire disparaître les problèmes. » Tony tapa sur les documents. « Ça ici, c'est de la dynamite, mais c'est aussi vieux de 15 ans. Le délai de prescription pour la fraude est de quoi ? 10 ans en Caroline du Nord pour les charges criminelles. Civil, c'est différent. Tu prévois un procès parce que ça prendra des années, coûtera une fortune. Et Hoffman a des avocats qui t'enterreront sous les motions. » Harvey secoua la tête. « Je ne cherche pas le tribunal. Je cherche du levier et j'ai besoin de savoir tout sur Gerald Hoffman. »
Affaires, personnel, criminel, tout. Tony sourit. Maintenant tu parles ma langue. J'assume que le temps est un facteur. Ils reviennent dans 5 jours. Le réveillon du nouvel an. C'est serré, mais faisable. Tony sortit son téléphone. J'ai des contacts, des gens spécialisés dans les antécédents profonds. Ça ne sera pas bon marché. J'ai des économies. Ton argent de mission? Harvey. C'est mon argent et je l'utilise pour protéger ma fille. Gerald et Deborah Hoffman ont abandonné une enfant de 8 ans à Noël. Ils ont détruit mon père. Ils ont empoisonné mon mariage. Et je te garantis qu'ils ont blessé d'autres personnes de la même façon. Harvey se pencha en avant. J'ai besoin de munitions. Tony. Chaque squelette dans leur placard, chaque affaire sale, chaque personne qu'ils ont arnaquée. Peux-tu l'obtenir? Tony l'étudia un long moment. Tu es sérieux? Mortellement sérieux. D'accord. Donne-moi 3 jours, j'appellerai toutes les faveurs que j'ai. Il marqua une pause. Et ta femme? Quoi pour elle? Elle fait partie de ça, la vengeance. Je veux dire, Harvey pensa à Christine, la femme qu'il avait aimée, qui s'était lentement transformée en quelqu'un de froid et distant, qui avait choisi ses parents plutôt que leur fille, qu'il avait regardé lors de leur dernière dispute, comme s'il était quelque chose qu'elle avait raclé de sa chaussure. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je me concentre sur les gens qui ont commencé ce bordel. Gerald et Deborah, le reste se réglera tout seul. Ils parlèrent encore 1 heure. Tony connaissait des gens. Un journaliste qui avait enquêté sur la fraude dans la construction, un ancien conseiller municipal qui avait perdu son siège après s'être opposé à un des développements de Gerald, un entrepreneur qui avait été ruiné dans des circonstances similaires à celles d'Aaron Sawyer. Chaque nom était un allié potentiel. Une autre pièce du puzzle, quand Harvey revint à l'hôtel, Mélodie était éveillée, regardant des dessins animés avec Barb. « C'est une amour », dit Barb. « Elle me rappelle ma petite fille. Prenez soin d'elle. Vous entendez? Je le ferai. Je promets. » Après le départ de Barb, Mélodie grimpa sur les genoux de Harvey. « Tout va bien, papa? Ça ira ?» Il lissa ses cheveux. « Et, j'y réfléchis, que dirais-tu de passer Noël avec moi? Juste nous deux? On pourrait aller dans les montagnes, trouver un chalet, en faire notre truc. » Ses yeux s'illuminèrent. Vraiment, on n'a pas à attendre maman, grand-mère et grand-père. Le fait qu'elle semble si pleine d'espoir d'éviter eux brisa quelque chose dans la poitrine de Harvey. Vraiment, on part demain, on aura notre propre Noël, et ce sera mieux que tout ce qu'ils auraient pu planifier. Peut-on faire un bonhomme de neige? On fera le plus grand bonhomme de neige que la Caroline du Nord ait jamais vu. Elle le serra fort, et Harvey fit une autre promesse silencieuse, pas seulement de la protéger, mais de lui montrer ce que signifiait vraiment la famille. Pas la version tordue des Hoffman où l'amour venait avec des conditions et où l'argent achetait la loyauté. Une vraie famille, du genre que son père lui avait montré avant que Gerald Hoffman ne le détruise. Le lendemain matin, ils partirent tôt et roulèrent vers l'ouest en direction des Blue Ridge Mountains. Harvey avait loué un chalet en dehors de Boone, isolé, paisible, avec une cheminée et une vue sur les sommets. En chemin, ils s'arrêtèrent à un Target où Mélodie choisit un petit arbre artificiel et des ornements. Harvey lui acheta des cadeaux, des livres, du matériel d'art, un nouveau manteau d'hiver dont elle avait vraiment besoin. Ils passèrent la veille de Noël à décorer l'arbre ensemble, à faire du chocolat chaud, à regarder de vieux films. Mélodie s'endormit sur le canapé et Harvey la porta au lit. Il resta dans l'encadrement de la porte à la regarder respirer et pensa à tous les Noëls que les Hoffman avaient été probablement ruinés avec leurs critiques et leur affection conditionnelle. Plus jamais. Son téléphone vibra. Tony avait envoyé des informations préliminaires, un dossier sur Gerald Hoffman qui était déjà révélateur, partenariats commerciaux échoués, incendie suspect sur des propriétés qu'il avait acquises plus tard, allégations de corruption qui n'avaient jamais tenu. Dans un détail particulièrement intéressant, Gerald était enquêté par le bureau du procureur général de l'État pour trucage d'offres sur un projet public récent. L'enquête avait stagné, mais l'enquêtrice, une femme nommée Aaron Hickey, cherchait encore des preuves. Harvey sourit dans l'obscurité, les pièces s'assemblaient, le matin de Noël. Mélodie ouvrit ses cadeaux avec une joie sincère, pas la politesse forcée que Harvey avait vue lors des rassemblements familiaux des Hoffman. Ils construisirent leur bonhomme de neige. C'était plus une créature de neige, bancale et ridicule, mais Mélodie l'adorait. Ils firent des crêpes pour le déjeuner, jouèrent à des jeux de société, parlèrent. « Papa ?» demanda-t-elle ce soir-là. « Est-ce que toi et maman allaient divorcer ?» La question le prit au dépourvu. « Pourquoi demandes-tu ça? Parce qu'elle ne t'aime plus? Je le vois.
La voix de Mélodie était factuelle, trop sage pour son âge. Et tu es triste quand tu es près d'elle. Je ne veux pas que tu sois triste. Harvey la serra contre lui. Quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, tu dois savoir quelque chose. Je serai toujours ton père. Je te protégerai toujours. Je viendrai toujours quand tu auras besoin de moi. Ça ne changera jamais. Compris? Je comprends? Elle marqua une pause. Papa, je suis contente que ce soit juste nous pour Noël. C'est mieux? Ouais, ma petite. Vraiment? Au cours des 2 jours suivants, pendant que Mélodie explorait les bois autour du chalet et faisait des anges dans la neige, Harvey travaillait, les informations de Tony continuaient d'arriver, ainsi que les données de Dennis Harmon, qui avait commencé à tracer les réseaux financiers des Hoffman. Et Clifford Byers avait trouvé 3 anciens employés de Hoffman Development prêts à parler des pratiques illégales de Gérald hors procès verbal pour l'instant. Mais ils témoigneraient, si nécessaire. La pièce la plus précieuse vint d'Aaron Hickey elle-même. Harvey l'avait appelée, s'était présentée comme quelqu'un ayant des informations sur Hoffman Development. Elle avait accepté de le rencontrer après le Nouvel An. « J'essaye de coincer Gérald Hoffman depuis 2 ans », avait-elle dit au téléphone. « Si tu as des preuves solides, j'écoute. J'ai plus que des preuves. J'ai un dossier tout prêt, mais j'ai besoin de quelque chose de toi d'abord. Quoi donc? Quand ça va tomber, j'ai besoin de protection pour ma fille. Hoffman essaiera de l'utiliser dans la bataille pour la garde, prétendra que je suis un parent inapte. J'ai besoin de documentation que je coopère avec les forces de l'ordre. Que je suis le gentil. » Il y eut une pause. « Es-tu le gentil? Je suis un père protégeant son enfant de gens qui l'ont abandonné à Noël. À toi de me dire, envoie-moi ce que tu as. Je le regarderai. Si c'est aussi bon que tu dises, on en parlera des arrangements. » Harvey envoya une portion soigneusement sélectionnée des preuves, assez pour montrer le schéma, mais pas tout. Il voulait du levier, de l'assurance. Si le bureau du procureur général de l'État agissait contre Gérald, c'était bien, mais Harvey voulait aussi sa propre livre de chair. Le 29 décembre, ils roulèrent de retour à Charlotte. Mélodie était silencieuse dans la voiture, et Harvey savait qu'elle redoutait de retourner dans cette maison froide. À l'indifférence de sa mère et au mépris de ses grands-parents, « Nous n'y retournons pas, » dit Harvey. « Nous prenons tes affaires, et ensuite nous restons dans un nouvel endroit, quelque part qui est juste à nous, ou la maison de ta grand-mère, celle qu'elle m'a laissée. J'ai commencé à la réparer. Ce n'était pas entièrement vrai. Il n'avait commencé que des réparations basiques, mais c'était à lui, et c'était loin des Hoffman. Ils arrivèrent à la maison conjugale et la trouvèrent encore vide. Le vol des Hoffman n'était pas dû avant le réveillon du Nouvel An. Harvey et Mélodie emballèrent ses vêtements, ses livres, ses trésors. Il laissa une note pour Christine. « Mélodie est avec moi. Elle est en sécurité. Heureuse et aimée, des choses qu'elle n'était pas quand tu l'as laissée seule. Si tu veux discuter de la garde, appelle mon avocat. Si tu veux être sa mère à nouveau, tu sais où nous trouver. Harvey. » Il laissa la carte de Clifford Byers sur le comptoir. Puis, ils allèrent à la maison sur Oakmont Street, la maison où Harvey avait grandi. Elle avait besoin de peinture et le chauffage faisait des bruits étranges. Mais il y avait une cour pour que Mélodie joue et un garage où le père de Harvey lui avait appris à réparer des voitures. Debout dans l'allée, Harvey sentit la présence d'Aaron Sawyer comme une main sur son épaule. « Je vais finir ce que tu as commencé. Papa, murmura-t-il, je vais leur faire payer. » À l'intérieur, Mélodie explora tandis que Harvey passait un dernier appel à Tony. « S'il te plaît, dis-moi que tu as quelque chose de bon. »« Oh, j'ai quelque chose de mieux que bon. J'ai quelque chose de magnifique. » La voix de Tony chantait presque. « Gérald Hoffman n'est pas juste sale, il est stupidement sale. Il utilise les mêmes comptes offshore depuis 15 ans, mêmes sociétés écrans, même schéma. C'est comme s'il se croyait intouchable. C'est tout, ce n'est même pas la meilleure partie. Tu te souviens de Wayne Werner, l'inspecteur du bâtiment de l'affaire de ton père? Toujours à la solde de la ville, prenant toujours des pots de vin et travaillant toujours avec Gérald. J'ai des photos d'il y a 3 semaines. Werner rencontrant un des chefs de projet de Hoffman, enveloppe changeant de main. Le projet en question est le nouveau centre de convention downtown, Argent Public. Projet public, le pouls de Harvey s'accéléra. C'est fédéral, c'est du FBI, bébé, corruption publique, mauvaise utilisation de fonds fédéraux. Ce n'est plus juste du crime en col blanc, c'est du territoire RICO. Si on peut prouver le schéma, Tony marqua une pause. Il y a une chose de plus, Gérald a un coffre-fort à la First Union Bank, numéro de boîte 447. Mon contact n'a pas pu entrer dedans, mais le timing de ces visites est intéressant. Toujours juste après une acquisition de propriété, toujours seul. Tu penses qu'il garde des records?
de l'assurance, des trophées. Certains de ces gars sont si arrogants, ils documentent tout. Ils pensent que ça les rend intelligents, prouvent qu'ils sont plus malins que tout le monde. Si cette boîte a ce que je pense, tu ne vas pas juste détruire Gerald Hoffman, tu vas l'enterrer si profondément qu'il ne reverra jamais la lumière du jour. Harvey s'appuya contre le comptoir de la cuisine, un sourire lent se répandant sur son visage. « Peux-tu me donner accès à cette boîte ? Je peux te donner un aperçu du planning de sécurité de la banque et des rotations des gardes. Ce que tu fais avec cette information, c'est ton affaire. Bien, envoie-le ce soir. » Après avoir raccroché, Harvey trouva Mélodie dans ce qui avait été sa chambre d'enfant. Elle regardait de vieilles photos sur les murs. Harvey enfant, son père souriant en vêtements de travail, sa mère riant à un barbecue, ses grands-pères Aaron, demanda Mélodie, pointant une photo d'Aaron tenant un jeune Harvey sur ses épaules. « Ouais, c'est lui. Grand-mère Déborah dit que les Sawyer étaient de pauvres et n'importaient pas. Mais grand-père Aaron a l'air heureux sur ces photos. Plus heureux que grand-père Gérald ne l'a jamais été. » Harvey s'agenouilla à côté d'elle. « L'argent ne rend pas les gens heureux. Bébé, l'amour le fait. La famille le fait. Ton grand-père Aaron n'avait pas grand-chose, mais il aimait grand. Il construisait des choses de ses propres mains. Il était honnête et gentil et fort. Les Hoffman ont profité de ça. Ils l'ont blessé parce qu'ils le pouvaient. C'est pour ça qu'on a trouvé ces papiers, pour que tu puisses les blesser en retour. » Harvey hésita. Combien de vérités une enfant de 8 ans pouvait-elle gérer ? Pour que je puisse te protéger et m'assurer qu'ils ne blessent personne d'autre comme ils ont blessé grand-père Aaron. Mélodie réfléchit. Vas-tu être méchant avec eux ? Non, je vais être intelligent. Je vais montrer à tout le monde qui ils sont vraiment et les laisser affronter les conséquences de leurs propres actions. Parfois, c'est la meilleure revanche. Laisser les mauvaises personnes se détruire elles-mêmes. Elle hocha la tête solennellement. Je pense que grand-père Aaron aimerait ça. Ouais, dit Harvey doucement. Je pense qu'il aimerait. Cette nuit-là, après que Mélodie soit endormie, Harvey étala toutes ses preuves sur la table de la salle à se manger. Documents du portefeuille, rapport d'enquête de Tony, traces financières de Dennis Harmon, dossier d'Aaron Hickey, c'était une toile de corruption s'étendant sur 15 ans, des dizaines de victimes, des millions de dollars de fraude, et au centre de tout, Gerald et Deborah Hoffman, intouchables dans leur richesse et leur connexion. Plus maintenant, le téléphone de Harvey indiquait le 30 décembre de Detroit Pariseb. Dans 25 heures, les Hoffman atterriraient à Charlotte Douglas International, bronzés et détendus de leurs vacances aux Bahamas. S'attendant à retourner à leurs vies impeccables, ils n'avaient aucune idée que le piège était déjà tendu. Harvey ouvrit son ordinateur portable et commença à taper un email à Aaron Hickey. La ligne d'objet disait « Tout ce dont vous avez besoin pour poursuivre Gerald Hoffman ». Le corps était simple, en pièces jointes. Vous trouverez des preuves de 15 ans de fraude, de corruption par Hoffman Development Group et ses dirigeants. J'ai une documentation supplémentaire que je fournirai lors de la réunion. Je fournis également des informations sur un crime en cours, l'accès à un coffre-fort contenant d'autres preuves. Je suis prêt à coopérer pleinement avec votre enquête. En retour, j'ai besoin de documentation de cette coopération pour des fins de tribunal familial. Ma fille a été mise en danger par les actions de l'accusé et j'entends m'assurer qu'elle ne soit jamais plus sous leur garde. Il joignit une sélection soigneusement choisie de documents, assez pour prouver l'affaire, pas assez pour tout révéler. Assurance comme toujours, puis il envoya un deuxième email au superviseur de Wayne Werner au département du bâtiment de la ville, tuyau anonyme sur un inspecteur prenant des pots de vin avec preuves photographiques jointes. La bureaucratie prendrait du temps pour répondre, mais la graine était plantée. Troisième email à un reporter que Tony avait mentionné, un journaliste d'investigation nommé Oliver Hunter qui fouillait dans la fraude de construction pour le Charlotte Observer. Si vous voulez l'histoire de la décennie, rencontrez-moi le 2 janvier. Chaque message était un fil dans la toile, chaque fil était un piège, et quand les Hoffman marcheraient dedans, ils ne trébucheraient pas seulement, ils se pendraient eux-mêmes. Harvey ferma son ordinateur portable et regarda autour de la maison de son père. Demain, il passerait avec Mélodie, lui donnant un jour de plus de paix avant la tempête, puis le réveillon du Nouvel An, quand les Hoffman rentreraient, puis la destruction systématique de tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges et de l'argent volé. « Je viens pour vous » murmura Harvey dans l'obscurité, « et vous allez souhaiter n'avoir jamais entendu le nom de Sawyer. » Le matin du réveillon du Nouvel An se leva froid et clair. Harvey prépara le petit déjeuner. Des crêpes en forme de Mickey Mouse, les préférées de Mélodie, et ils mangèrent ensemble pendant qu'elle bavardait sur le retour à l'école.
Ses amis, n'importe quoi sauf le retour inévitable de sa mère et de ses grands-parents. À midi, le téléphone de Harvey sonna. « Christine, nous devons parler. » Sa voix était coupante. « Professionnelle, je rentre ce soir. J'ai vu ta note. Comment étaient les Bahamas ?» Harvey garda un ton neutre. « Ne fais pas ça. Juste ne fais pas ça. » Une pause. « Tu n'avais pas le droit de prendre Mélodie sans me le dire. J'avais tous les droits. Je suis son père. Tu l'as abandonnée. Je ne l'ai pas abandonnée. Je l'ai laissée à la maison où elle était en sécurité pendant 3 jours à Noël. Elle a 8 ans. Elle avait de la nourriture. On abrit tout ce dont elle avait besoin. » La voix de Christine monta. « Pas tout le monde peut s'enfuir et jouer au héros comme toi. » Harvey. Certains d'entre nous ont des responsabilités comme faire la fête aux Caraïbes pendant que ta fille reste seule dans une maison vide. Mes parents m'ont invité, c'était un voyage en famille. Mélodie est de la famille. Où l'as-tu oublié? Silence. Puis mes parents ont dit que tu rendrais ça difficile. Ils ont dit que tu utiliserais Mélodie comme une arme. Harvey rit. Leçon amère. Tes parents ont dit ça? Les mêmes parents qui ont écrit une note appelant leur petite fille un fardeau? Ces parents-là, ce n'est pas... Ils ne voulaient pas dire... Christine trébucha sur ces mots. C'était sorti du contexte. Vraiment, quel est le contexte où abandonner un enfant à Noël est acceptable? Je suis fatigué d'argumenter. Nous atterrissons à 19h. J'attends que Mélodie soit à la maison à 20h pour qu'on discute de ça correctement en famille. Non? Pardon? J'ai dit non. Mélodie reste avec moi. Si tu veux la voir, tu peux venir ici. Mais elle ne mettra pas les pieds dans cette maison tant que nous n'avons pas un arrangement de garde par écrit. Tu ne peux pas faire ça. Tu déploies dans 2 mois. Tu ne peux pas t'occuper d'elle à temps plein. Harvey serra le téléphone plus fort. Regarde-moi faire. Je démissionnerai de ma commission si je dois. Mélodie passe en premier. Tu jetterais ta carrière en un clin d'œil pour elle. Une autre pause, plus longue cette fois. Quand Christine reprit, sa voix avait changé, plus douce, presque incertaine. Harvey, qu'est-ce qui nous est arrivé? Tu as choisi tes parents plutôt que notre fille, plutôt que moi, plutôt que tout ce que nous avons construit. Il garda sa voix stable, factuelle. Tu les as laissés t'empoisonner contre moi jusqu'à ce que tu ne puisses plus voir clair. Et quand ils ont décidé que Mélodie était un inconvénient, tu as suivi. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Christine, mon père l'a appris quand ton père l'a détruit. Je l'ai appris quand j'ai enterré mes 2 parents avant mes 30 ans. Et Mélodie l'a appris quand sa mère l'a laissée seule à Noël. Harvey respira. Tu veux réparer ça? Bien, mais ça commence par choisir ta fille. Pas tes parents? Pas leur argent? Pas leur approbation? Elle... Je ne sais pas si je peux faire ça. Au moins, elle était honnête. Alors, je suppose que nous savons où nous en sommes. J'aurai mon avocat te contacter pour la garde. Et Christine, quoi qu'il arrive ensuite, quoi qu'il sorte sur tes parents, souviens-toi que tu avais un choix. Tu aurais pu être différente. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Mélodie apparut dans l'encadrement de la porte. C'était maman. « Ouais, est-ce qu'elle est en colère? Elle est confuse. » Harvey la serra dans ses bras. « Mais ce n'est pas ton problème. Tu es en sécurité, tu es aimé, et rien ne va changer ça. » Les heures jusqu'au soir passèrent lentement. Harvey occupa Mélodie avec des films et des jeux, mais son esprit courait à travers les plans. Tony avait envoyé la dernière pièce d'information ce matin-là, l'emploi du temps de Gerald Hoffman pour ce soir, une fête du réveillon au domaine Hoffman commençant à 21h. Politicien, leader d'affaires, l'élite de la société, l'annuelle démonstration de pouvoir de Gerald, c'était parfait. À 19h15, la sonnette de Harvey retentit, il vérifia la caméra, un système de sécurité domestique qu'il avait installé ce matin-là, et vit Christine debout sur le porche, seule. Il ouvrit la porte. Elle avait l'air fatiguée, son bronzage ne cachant pas les ombres sous ses yeux. « Puis-je la voir ?» Melody, appela Harvey. « Ta maman est là ?» Sa fille émergea de sa chambre, marchant lentement. Elle serra Christine dans ses bras. Mais c'était perfunctoire. Obligatoire. « Salut ?» Maman. « Salut ?» Bébé. « Tu m'as manqué ?» Christine la serra fort. « Je suis tellement désolée pour Noël. C'était mal. J'aurais dû être là. Pourquoi ne l'étais-tu pas ?» La simple question plana dans l'air. Christine regarda Harvey, puis Mélodie. « Parce que j'ai fait une erreur. J'ai laissé grand-mère et grand-père me convaincre que tu serais bien. Que ce n'était qu'un Noël, mais ce n'était pas bien. C'était mal. Vas-tu refaire la même erreur ?» La voix de Mélodie était petite mais ferme. « Je ne sais pas, ma chérie. J'essaye de comprendre ce qui est juste. Papa sait ce qui est juste. Il est venu pour moi. Il vient toujours. » Les yeux de Christine se remplirent de larmes. « Je sais, ton papa est un bonhomme.
Mieux que je ne l'ai traité, elle regarda Harvey. « Pouvons-nous parler juste une minute ?» Ils sortirent sur le porche, tandis que Mélodie retournait dans sa chambre. La nuit était froide, du givre se formant sur les fenêtres. « Mes parents sont furieux, » dit Christine. « Ils veulent te poursuivre pour la garde. Ils ont des avocats prêts, qu'ils essaient. Harvey, ils ont des ressources, de l'argent. Ils peuvent rendre ça laid. Ils l'ont déjà rendu laid quand ils ont appelé ma fille un fardeau. Il étudia sa femme, bientôt ex-femme, probablement Christine. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. J'en ai fini de jouer gentil avec tes parents, j'en ai fini de prétendre qu'ils sont de bonnes personnes. Ils ne le sont pas, ils sont cruels, manipulateurs, et ils blessent les gens pour le profit. Ce n'est pas vrai, ils sont juste protecteurs, particuliers sur le succès. Ils ont détruit mon père. Le savais-tu ? Elle cligna des yeux. Quoi ? Harvey lui raconta, pas tout, pas les preuves, pas le plan, mais les faits basiques. Comment Gérald avait saboté l'entreprise d'Aaron Sawyer, l'avait forcé à la faillite, avait acheté sa propriété pour une bouchée de pain et avait bâti un empire sur les ruines. Le visage de Christine pâlit. Ça ne peut pas être vrai. Mon père ne ferait pas. Ne ferait pas quoi ? Mentir. Tricher, blesser des gens. Christine, réveille-toi. Ton père est un prédateur. Il fait ça depuis des années. Mon père n'était qu'une victime. Si c'est vrai, pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ? Je ne le savais pas avant. J'ai juste trouvé des preuves. Il adoucit légèrement son ton. Écoute, je sais que tu aimes tes parents. Je sais que c'est dur, mais tu dois décider qui tu es. Vas-tu être comme eux ou vas-tu être meilleur ? Christine essuya ses yeux. Et si je ne peux pas choisir ? Et si je perds tout ? Alors tu n'as jamais vraiment rien eu. Harvey ouvrit la porte. Tu devrais partir. Mélodie a besoin de stabilité en ce moment. Et tu as besoin de comprendre où tu te situes. Me laisseras-tu la voir après ce soir ? Toujours. Je ne la garderai jamais loin de sa mère, mais les Hoffman, ils n'ont pas accès tant qu'ils ne peuvent pas prouver qu'ils ne la blesseront plus. Christine hocha la tête, brisée, et marcha vers sa voiture. Harvey la regarda partir, sentant quelque chose proche de la pitié. Elle était une victime du poison de ses parents, mais elle avait choisi de le boire quand même. À 20h30. Harvey appela Clifford Byers. Tout est prêt pour demain. Les papiers sont déposés. L'audience de garde d'urgence est prévue pour le 3 janvier. J'ai 3 témoins de caractère alignés et les preuves d'abandon sont solides. À moins que les Hoffman ne puissent nous prouver un danger immédiat pour l'enfant, tu auras la garde temporaire facilement. Bien. Et l'autre chose, le procès civil, c'est plus délicat. Comme je l'ai dit, délai de prescription. Je ne m'inquiète pas de gagner de l'argent, je m'inquiète du dossier public. Quand je dépose ce procès alléguant la fraude, ça devient une nouvelle publique. Le genre de chose qui est reprise par des reporters d'investigation. Clifford rit. Tu es un homme rusé, capitaine Sawyer. Je suis un homme motivé. Il y a une différence ? À 21h, Harvey borda Mélodie au lit. Elle attrapa sa main avant qu'il ne parte. Papa, vas-tu faire quelque chose ce soir ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Tu as ce regard comme quand tu planifiais des fêtes surprises pour maman. Comme si tu pensais très fort à quelque chose. Intelligente gamine. Trop intelligente, je vais commencer à réparer de vieux problèmes. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as juste besoin de dormir et de rêver de bonnes choses. Ça fera partir les mauvaises personnes éventuellement. Ça pourrait prendre du temps. Mais ouais, les mauvaises personnes auront ce qu'elles méritent. Elle hocha la tête, satisfaite, et ferma les yeux. Harvey attendit que sa respiration s'égalise, puis alla à sa voiture. Le domaine Hoffman était illuminé comme un arbre de Noël, ironique vu qu'ils avaient sauté la célébration de Noël. Des voitures bordaient l'allée circulaire, des valets en costume de pingouin dirigeant la circulation. Harvey se gara plus bas dans la rue et marcha devant. Juste un autre curieux admirant la richesse exposée. Il n'était pas là pour gâcher la fête. Il était là pour observer, pour confirmer un dernier détail. À 21h45, il vit ce dont il avait besoin. Gérald Hoffman sortant sur le balcon avec un cigare, son visage rougi par le vin et l'autosatisfaction. Wayne Werner se tenait à côté de lui. Les deux hommes rirent de quelque chose et Gérald tendit une enveloppe à Werner. Là en public, à une fête pleine de témoins, Harvey prit des photos avec son téléphone. Pas assez bonne pour le tribunal, peut-être, mais assez bonne pour l'histoire d'Oliver Hunter. À 22h, il revint à sa voiture et passa l'appel. « Aaron, c'est Harvey Sawyer. Je t'envoie quelque chose maintenant. Des photos de Gérald Hoffman passant une enveloppe à Wayne Werner ce soir. Werner est le sujet de ton enquête sur le projet du centre de convention. Correct ? Oui ? Bon sang, t'as vraiment des photos horodatées, géolocalisées.
Je suis aussi prêt à remettre les informations sur le coffre-fort. Boîte 447 à la First Union Bank enregistrée à Gerald Hoffman sous un compte d'entreprise. Je crois qu'il contient des preuves de son schéma de fraude remontant à 15 ans. Comment sais-tu tout ça? Parce que je suis très bon à mon boulot et mon boulot est de planifier des opérations. Rencontre-moi demain, 1er janvier, à midi. Apporte un mandat pour ce coffre-fort et je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour poursuivre. C'est incroyable. Si ça tient, Hoffman va tomber pour des années. C'est l'idée. Oh, et Aaron, quand tu exécutes ce mandat, fais-le publiquement. Chez lui, si possible. Je veux une exposition maximale. Ce n'est pas habituellement comment nous. Il a abandonné une enfant de 8 ans à Noël. Il a détruit la vie et l'entreprise de mon père. Il a blessé des dizaines de personnes et n'a jamais affronté de conséquences. Donc, ouais, je veux qu'il soit humilié, je veux qu'il sente ce que c'est de tout perdre. Si ce n'est pas professionnel, tant pis, c'est la justice. Aaron fut silencieuse un moment. Demain, midi, apporte tout. Harvey raccrocha et roula chez lui. Ses mains stables sur le volant, le piège était tendu, les pièces étaient en place. Maintenant, tout ce qu'il avait à faire était d'attendre que les Hoffman marchent dedans. Il vérifia Mélodie une fois de plus, encore endormie paisiblement, puis s'assit dans le vieux fauteuil de son père, regardant les photos sur les murs. Aaron Sawyer lui souriait, figé à jamais dans des temps plus heureux. C'est presque fait. Papa, murmura Harvey, un jour de plus et il paie pour tout. Dehors. Les feux d'artifice commencèrent à exploser. À l'approche de minuit, la ville célébrait le Nouvel An. Ignorante que pour la famille Hoffman, la célébration était sur le point de se terminer pour toujours. Harvey leva un verre de whisky aux photos. Bonne année, salads. Ce sera votre dernière bonne. Le 1er janvier se leva gris et froid. Harvey prépara à nouveau le petit déjeuner, essayant de garder les choses normales pour Mélodie, pendant que son esprit parcourait les contingences. À 11h, Barb Lindsay de l'hôtel appela. Elle avait accepté de surveiller Mélodie pendant quelques heures. Harvey déposa sa fille, ignorant les regards inquiets de Mélodie. « Je reviens bientôt. Je promets. Et quand je reviens, les choses seront différentes. » Meilleure, la rencontre avec Aaron Hickey eut lieu dans un café à Southend. Elle arriva avec un enregistreur et un bloc-notes. Tout à faire. Harvey lui remit des copies de tout, les documents originaux du bureau de Gerald, les rapports d'enquête de Tony, l'analyse financière de Dennis Harmon, des photographies de Werner et Gerald. 2 heures de preuves méticuleusement organisées. Les mains d'Aaron tremblèrent en les examinant. « C'est mon Dieu, c'est plus gros que je ne pensais. Ce n'est pas juste le centre de convention, c'est un schéma de fraude organisé sur des décennies. Peux-tu poursuivre? Peux-tu... » Harvey. Je peux mettre Gerald Hoffman et Wayne Werner en prison pour 10 à 15 ans chacun. Charges RICO, conspiration, fraude, corruption publique, tout le paquet. J'aurais besoin d'impliquer le FBI. Probablement l'IRS aussi. Elle leva les yeux. Tu réalises que tu vas devoir témoigner, ça va devenir laid. Les Hoffman vont venir après toi avec tout ce qu'ils ont. Qu'ils viennent, je n'ai rien à cacher, mais j'ai besoin de cet accord de coopération. Par écrit aujourd'hui, elle le rédigea sur son ordinateur portable, l'imprima dans un FedEx proche, et ils signèrent tous les deux Harvey Sawyer, témoin coopérant dans l'enquête sur Hoffman Development Group. Ce n'était pas l'immunité, il n'était accusé de rien, mais c'était une documentation qu'il travaillait avec les forces de l'ordre, mais pas contre elles. Preuve pour le tribunal familial qu'il était le gentil. Le mandat pour le coffre-fort, demanda Harvey. Je l'aurai d'ici la fin de la journée. Nous l'exécuterons demain matin. Première chose, les médias seront-ils là? Aaron sourit sombrement. Je m'en assurerai. Le bureau du procureur général aime la bonne publicité. Et faire tomber un promoteur corrompu, intouchable depuis des années, c'est du genre à faire carrière. Ils se serrèrent la main et Harvey sentit un poids s'enlever de ses épaules. Les roues légales tournaient. Maintenant, pour la touche personnelle, il roula jusqu'au bâtiment du Charlotte Observer et demanda à Oliver Hunter. Le reporter était jeune, ambitieux, avec l'air de quelqu'un qui vivait au café et à l'ambition. Harvey lui remit une clé USB. Qu'est-ce que c'est? L'histoire de comment Gerald Hoffman a bâti son empire sur la fraude, la corruption et la destruction de petits entrepreneurs. Tout est documenté. Records financiers, déclaration de témoins, preuves photographiques. Le bureau du procureur général agit contre lui demain. Tu veux l'exclusivité? Tu as jusqu'à demain soir pour l'écrire? Les yeux d'Oliver s'écarquillèrent. Pourquoi moi? Parce que Tony Farley dit que tu es honnête, parce que tu enquêtes sur ce genre de corruption depuis des années, et parce que je veux que tout le monde sache ce que sont vraiment les Hoffman.
Harvey se pencha en avant. Il y a une petite fille qui a été abandonnée à Noël par ses grands-parents parce qu'ils ne voulaient pas être dérangés. C'est le genre de personne dont on parle. Assure-toi que tout le monde le sache. Oliver brancha la clé USB dans son ordinateur portable, scanna les premiers fichiers et lâcha un sifflement bas. C'est du matériel Pulitzer? Assure-toi juste de bien le faire. Des vies ont été détruites. Mon père est mort à cause de ce que Gerald Hoffman lui a fait. Il y a d'autres victimes aussi. Elles méritent la justice. Elles l'auront. Je promets. Harvey partit, sentant l'élan se construire, chaque pièce tombant en place, chaque fil de la toile se resserrant. Il récupéra Mélodie et l'emmena au parc, la poussant sur les balançoires, la rattrapant au bas du toboggan, prétendant que tout était normal, même si demain changerait tout. Cette nuit-là, après que Mélodie soit endormie, le téléphone de Harvey sonna. C'était Christine. J'ai parlé à mes parents, sa voix était étrange, creuse. Je leur ai dit ce que tu as dit sur ton père. Ils ont nié tout. On dit que tu inventais pour me monter contre eux. Qu'en penses-tu? Et je pense... Elle marqua une pause. Je pense que j'ai été aveugle pendant longtemps. J'ai trouvé quelque chose ce soir dans l'étude de mon père. Plus de documents similaires à ce que Mélodie a trouvé. Des choses qu'il cachait. Harvey, si ce que tu dis est vrai, ça l'est vrai. Et demain, le monde entier va le savoir. Qu'as-tu fait? J'ai donné aux forces de l'ordre tout ce dont ils ont besoin pour poursuivre tes parents pour fraude. Corruption et raquettes. Le bureau du procureur général sert des mandats demain matin. Christine inspira bruyamment. Tu détruis ma famille? Non. Ton père a détruit des familles, y compris la mienne. Je m'assure juste qu'il affronte enfin les conséquences. La voix de Harvey s'adoucit. Christine, tu dois décider maintenant qui tu veux être parce que quand ça éclate, tu vas soit te tenir avec eux, soit avec ta fille. Il n'y a plus de terrain neutre. Je ne peux pas juste abandonner mes parents, ils ont abandonné notre fille. Souviens-toi de ça quand tu fais ton choix. Elle raccrocha sans répondre. Harvey fixa son téléphone, se demandant si elle trouverait jamais le courage de se libérer de l'influence de Gerald et Deborah. Probablement pas. Certaines personnes étaient trop emmêlées dans la toile pour s'en échapper. Mais Mélodie s'échapperait. Harvey s'en assurerait. Le 2 janvier, 6 heures, Harvey se réveilla avec son téléphone vibrant. Tony Farley allume la télé. Maintenant, Harvey attrapa la télécommande. Chaque chaîne locale couvrait la même histoire. FBI et enquêteurs d'État perquisitionnant le domaine Hoffman, Gerald Hoffman sortit en menottes. Encore en peignoir, l'air stupéfait, Deborah hurlant aux reporters. Des boîtes de documents chargées dans des vannes d'évidence. Les présentateurs étaient essoufflés. Hoffman Development Group, l'une des firmes immobilières les plus prominentes de Charlotte, est sous enquête pour fraude et corruption systématique s'étendant sur 15 ans. Harvey regarda avec satisfaction tandis que son piège se refermait. L'avocat de Gerald criait à l'arrestation injuste, mais les enquêteurs continuaient à charger des preuves. Wayne Werner était aussi arrêté chez lui. Le reporter mentionna un tuyau anonyme et des preuves documentaires et une pleine coopération de lanceurs d'alerte. Son téléphone sonna à nouveau. Aaron Hickey. Le coffre-fort était une mine d'or. Contracts, records de paiement, photographies. Gerald gardait tout, chaque pot de vin, chaque affaire louche, chaque victime. C'est comme s'il voulait documenter ses propres crimes. Elle semblait presque joyeuse. Nous avons trouvé des records liés à l'affaire de ton père. Contrats originaux avant qu'ils ne soient altérés. Email entre Gerald et Werner planifiant le sabotage. Harvey. Nous pouvons prouver tout. Bien, il y a plus. Nous avons trouvé des preuves de 3 autres entrepreneurs qu'il a détruits de la même façon. Ils pourront déposer des procès civils maintenant, joindre le tien, Action Collective. Les Hoffman vont être enterrés sous les litiges pendant des années. Combien de temps jusqu'au procès? Vu les preuves, nous offrirons un accord de plaider coupable d'abord. Si Gerald est intelligent, il le prendra. 20 ans. Peut-être, s'il se bat et perd, il regarde la perpétuité. Et Deborah, charge d'accessoires, elle a signé certains deals, aidé à cacher des actifs, 10 ans minimum. Harvey ferma les yeux, laissant la satisfaction l'envahir. Merci, Aaron. Remercie ta fille. Si elle n'avait pas trouvé ses documents, nous n'aurions jamais su. Après avoir raccroché, Harvey alla vérifier Mélodie. Elle était éveillée, regardant les infos avec de grands yeux. C'est grand-père Gerald. Ouais, bébé. Pourquoi est-il en menottes? Harvey s'assit à côté d'elle. Parce qu'il a fait de mauvaises choses pendant très longtemps, et maintenant il doit en répondre. Tu te souviens comment j'ai dit que les mauvaises personnes affrontent des conséquences? C'est à quoi ça ressemble? Est-ce que tu as fait ça arriver? J'ai aidé, j'ai donné à la police les informations dont ils avaient besoin pour l'attraper.
Mélodie digéra ça. Maman est triste. Probablement. Il est encore son père, même s'il est une mauvaise personne. C'est compliqué. Est-ce qu'on est en sécurité maintenant? On est en sécurité, je promets, à 9 heures. Clifford Byers appela. As-tu vu les infos? Siège au premier rang. Eh bien, ton audience de garde vient de devenir beaucoup plus facile. Le juge ne va pas accorder la garde à des grands-parents faisant face à des charges fédérales de racket. Je dirais que tu regardes la garde complète, peut-être avec visite supervisée pour Christine, selon son implication. Elle n'est pas impliquée, elle est juste... Harvey chercha le mot « dommages collatéraux ». De toute façon, Mélodie reste avec toi. Je dépose les papiers finaux aujourd'hui. Le reste de la journée passa dans un flou. Reporters appelant, Harvey ne répondit pas. L'avocat des Hoffman essayant de le joindre, il bloqua le numéro. À 14 heures, le Charlotte Observer publia l'article d'Oliver Hunter, Empire de fraude, comment Gerald Hoffman a bâti sa fortune sur des mensonges et des vies volées. C'était dévastateur, détaillé, sourcé, accablant. Oliver avait interviewé deux des autres entrepreneurs que Gerald avait détruits. Il avait tracé l'argent, connecté les points, peint un tableau de corruption systématique qui avait fleuri pendant des années pendant que politiciens et officiels regardaient ailleurs. L'article nommait des noms Wayne Werner, conseiller municipal Alfonso Hancock, qui avait approuvé des changements de zonage suspicieusement favorables, président de banque Sean Powers qui avait facilité les comptes offshore. Ce n'était pas juste Gerald qui tombait, c'était tous ceux qui l'avaient aidé. Le téléphone de Harvey vibra avec un texto de Tony. Je t'avais dit que c'était du matériel Pulitzer. Le soir, l'histoire était devenue nationale. CNN l'avait reprise, MSNBC, Fox News. Tout le monde voulait un morceau du scandale. Gerald Hoffman, le promoteur intouchable, exposé et détruit, et à travers tout ça, le nom de Harvey Sawyer n'était jamais apparu. Il était juste un témoin coopérant, anonyme et protégé comme il le voulait. Le 3 janvier était l'audience de garde. Christine n'arriva pas à les secouer. Ses parents étaient encore en détention, incapables d'assister. Le juge examina les preuves de Clifford, l'abandon, la note appelant Mélodie un fardeau, l'admission de Christine qu'elle avait laissé sa fille seule pendant 3 jours. « Madame Sawyer, contestez-vous la pétition de votre mari pour la garde primaire ?» Christine regarda Harvey, puis Mélodie assise dans la galerie. « Non, votre honneur, je ne conteste pas. Mon mari est un bon père. Mieux que je n'ai été une mère, Mélodie devrait être avec lui. » Le juge accorda à Harvey la garde primaire avec garde légale conjointe. Christine obtint des droits de visite, supervisés pour les 3 premiers mois, puis réévalués basés sur sa participation à une thérapie familiale. C'était plus que juste. Dehors du tribunal, Christine approcha Harvey. « Puis-je lui parler ?»« Bien sûr. » Mélodie Vinja, incertaine. Christine s'agenouilla. « Bébé, je suis tellement désolée pour tout, pour t'avoir laissé, pour avoir choisi mal, pour ne pas t'avoir protégé comme ton père l'a fait. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, mais je vais essayer d'être meilleur. Je promets. Vas-tu continuer à voir grand-mère et grand-père? Non, ils ont fait des choix, de mauvais choix, et je ne peux plus en faire partie. » Christine toucha la joue de Mélodie. « Ton père avait raison sur tout. J'aurais dû l'écouter il y a des années. » Mélodie serra sa mère et Christine tint fort. Pleurant, Harvey sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Pas tout à fait du pardon, mais peut-être la possibilité un jour... Au cours de la semaine suivante, les dominos continuèrent à tomber. Wayne Werner conclut un accord, témoigna contre Gerald. Alfonso Hancock démissionna du conseil municipal. Sean Powers fut viré de la banque. L'avocat de Gerald essaya de négocier un plaidé coupable, mais Aaron Hickey ne bougeait pas. 25 ans, prends-le ou va au procès. Gerald le prit, ainsi que Deborah. Tous deux plaidèrent coupables à de multiples chefs de fraude, racket et conspiration. La sentence était prévue pour mars. Harvey commença le processus de dépôt du procès civil, plus pour lui-même désormais, mais comme partie d'une action collective avec les autres entrepreneurs détruits, il ne récupérerait jamais ce qui avait été pris, mais les actifs des Hoffman seraient liquidés. Leur domaine vendu, chaque euro irait aux victimes. Justice poétique. Fin janvier, la vie s'était installée dans une nouvelle normalité. Harvey soumit sa démission de l'armée, effective en avril. Il avait servi son pays pendant 15 ans. Maintenant, il était temps de servir sa fille. Il avait la maison de son père, des économies, et Clifford lui avait offert un job comme enquêteur. Il s'avérait que les compétences de planification militaire se traduisaient bien en travail légal. Mélodie s'épanouit, loin de l'influence toxique des Hoffman. Elle souriait plus, riait plus,
était juste une enfant à nouveau. Christine visitait 2 fois par semaine, reconstruisant lentement la confiance. Elle avait pris son propre appartement, commencé une thérapie, entamé le dur travail de découvrir qui elle était sans l'argent et l'approbation de ses parents. Un soir début février, alors que Harvey bordait Mélodie au lit, elle demanda « Papa, penses-tu que grand-père Gérald est désolé ?» Honnêtement, probablement pas. Les gens comme lui le sont rarement. Ils sont désolés d'avoir été attrapés, mais pas pour ce qu'ils ont fait. C'est triste. Ouais, ça l'est. Harvey lissa ses cheveux, mais tu sais ce qui n'est pas triste. Toi ici en sécurité et aimé, c'est la bonne partie de l'histoire. Avons-nous gagné? Harvey pensa à son père, à la destruction de l'entreprise et du cœur brisé d'Aaron Sawyer. À 15 ans des Hoffman blessant des gens sans conséquence. Ouais, bébé, nous avons gagné. Après qu'elle se soit endormie, Harvey alla en bas et trouva le portefeuille, celui que Mélodie avait découvert dans le bureau de Gerald. Il le regarda une dernière fois, puis le plaça dans un coffre ignifuge, pas pour le détruire, mais pour le garder, un rappel d'où ils avaient été, ce qu'ils avaient survécu. Son téléphone vibra. Un texto de Tony, date de sentence avancée. 1er mars. Dois-je nous prendre des sièges au premier rang? Harvey sourit et répondit « Je ne le raterai pour rien au monde ». Le 1er mars arriva avec la promesse du printemps. Harvey et Mélodie roulèrent au tribunal ensemble. Clifford les rencontra dehors avec Tony, Dennis Harmon et Oliver Hunter. Aaron Hickey était déjà dedans, se préparant pour la sentence. La salle d'audience était bondée. Les autres victimes de Gérald remplissèrent la galerie avec des reporters et des curieux quand Gérald et Deborah furent amenés, portant des combinaisons de prison au lieu de vêtements de designer. Un murmure traversa la salle. Ils avaient l'air diminués. Gérald avait perdu du poids, son visage émacié et gris. Deborah gardait les yeux baissés, son expression hautaine habituelle, remplacée par quelque chose de brisé. Le juge était une femme stricte nommée Carolina Durham, connue pour des sentences dures dans les cas de col blanc. Elle lut les charges, les accords de plaidé coupable, les déclarations d'impact des victimes, puis elle regarda directement Gérald. « Monsieur Hoffman, vous avez détruit des vies avec votre avidité et votre arrogance. Vous avez trahi la confiance publique, corrompu des officiels, et n'avez montré aucun remords pour vos victimes. Vous avez traité les gens comme des obstacles à enlever, pas comme des êtres humains avec des familles et des rêves. La loi me permet de vous condamner à 25 ans. Je suis encline à vous donner chaque jour. » L'avocat de Gérald commença à objecter, mais le juge le coupa. « Madame Hoffman, vous avez permis et profité des crimes de votre mari. Vous avez joui du style de vie que sa corruption fournissait tout en fermant les yeux sur la souffrance qu'il causait. Vous êtes également coupable. » Deborah leva enfin les yeux, trouvant Christine dans la galerie. Christine détourna le regard. Le juge Durham prononça la sentence. 25 ans pour Gérald, 15 pour Deborah, pas d'éligibilité à la libération conditionnelle avant 5 ans, confiscation d'actifs pour compenser les victimes, interdiction permanente de détenir des licences d'affaires en Caroline du Nord. Quand le marteau tomba, Harvey sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine. C'était fini. Vraiment fini. Dehors du tribunal, les reporters grouillèrent. Oliver Hunter demanda à Harvey une déclaration. « La justice a été rendue aujourd'hui, pas juste pour mon père, mais pour chaque personne que Gerald Hoffman a blessée dans sa poursuite de la richesse. J'espère que ça envoie un message que personne n'est au-dessus de la loi, peu importe combien d'argent ils ont ou combien de connexions ils ont acheté. » Harvey marqua une pause d'un. « Et j'espère que ma fille grandit en sachant que quand quelqu'un fait mal, il y a des conséquences. Toujours. » Mélodie tira sa main. « Peut-on rentrer à la maison maintenant? » « Papa. »« Ouais. »« Bébé. » « On peut rentrer à la maison ?» Ils marchèrent à la voiture ensemble, laissant le tribunal et la chute des Hoffman derrière. Christine les rattrapa dans le parking. « Harvey. »« Merci. » Il haussa un sourcil. « Pourquoi ? Pour m'avoir montré ce qu'est la vraie force, pour avoir protégé Mélodie quand je ne l'ai pas fait, pour être la personne en qui j'aurais dû croire depuis le début. » Elle essuya ses yeux. « Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais tu es sa mère. Tu auras toujours une place dans sa vie si tu le veux. Mais ça doit être en tant que toi, pas en tant que fille de Gérald et Deborah. Peux-tu faire ça ?» Christine regarda Mélodie, puis Harvey. « J'essaie chaque jour, j'essaie. C'est tout ce que je peux demander. » Elle embrassa le front de Mélodie et partit. Harvey la regarda aller, se demandant si elle se libérerait pleinement de l'ombre des Hoffman. Le temps le dirait. 1 mois plus tard, les règlements civils furent finalisés. Le domaine Hoffman, la massive maison, les propriétés de vacances, les voitures, la collection d'art. Tout fut vendu aux enchères. Les proceeds furent divisés parmi les victimes.
La part de Harvey, représentant ce que son père avait perdu, s'éleva à 340 000 euros. Il l'a mis en fiducie pour l'éducation de Melody. La maison sur Oakmont Street était enfin finie. Harvey avait réparé le toit, peint les murs, mis à jour la cuisine. Elle ne serait jamais chic, n'impressionnerait jamais des gens comme les Hoffman. Mais c'était un foyer, c'était honnête, c'était à eux. Par un samedi chaud en avril, Harvey était dans le garage enseignant à Melody comment changer un pneu. Le même garage où Aaron Sawyer lui avait appris ses livres. Elle était concentrée, déterminée, posant des questions et écoutant vraiment les réponses. Pourquoi avons-nous besoin de savoir ça? Papa, ne peut-on pas juste appeler quelqu'un? Tu peux toujours appeler quelqu'un. Mais c'est bien de pouvoir gérer les choses toi-même, de ne pas dépendre des autres pour tout. Harvey serra un écrou. Ton grand-père Aaron m'a appris ça. Il disait, la meilleure revanche contre les gens qui doutent de toi est d'être capable, d'être fort, de leur prouver qu'ils ont tort en étant excellent. C'est ce que tu as fait avec grand-mère et grand-père Hoffman. En quelque sorte, ils pensaient que j'étais juste un soldat idiot qui se laisserait faire. Mais j'étais plus intelligent qu'ils ne le pensaient. Et quand ils ont poussé trop loin, quand ils t'ont blessé, je leur ai montré exactement ce qui arrive quand on sous-estime un Sawyer. Melody y réfléchit, ses petites mains travaillant la clé. Je suis contente d'être une Sawyer. La gorge de Harvey se serra. Moi aussi, bébé, moi aussi. Ce soir-là, après que Melody soit endormie, Harvey s'assit sur le porche arrière avec une bière, regardant les étoiles. Son téléphone sonna. Tony Farley, je pensais que tu voudrais savoir. Gérald a essayé de déposer un appel. Le juge l'a refusé. Il va mourir en prison? Bien. Tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Je vais bien. Mieux que bien. En fait, c'est juste. Harvey marqua une pause, cherchant des mots. Pendant si longtemps, j'ai été en colère, concentré sur les faire payer. Et maintenant, ils ont payé, et je ne suis plus en colère. Je suis juste fatigué, prêt à avancer. C'est ce qu'on appelle la clôture. Frère, profites-en. Tu l'as mérité? Après avoir raccroché, Harvey pensa à son père, à l'homme qui lui avait appris à être honnête et à travailler dur et à traiter les gens avec respect. Aaron Sawyer n'avait pas vécu pour voir la justice pour ce qui lui avait été fait. Mais son fils s'était assuré que ça arrive quand même. Nous les avons eus, papa, murmura Harvey dans la nuit, chaque dernier d'entre eux. Une brise chaude bruissa à travers les arbres, et pendant un moment, Harvey aurait juré sentir la main de son père sur son épaule. Fier et fort, à l'intérieur, Melody rêvait paisiblement, en sécurité dans la maison que son grand-père avait construite, protégée par le père qui avait lutté pour elle, entourée de l'amour qu'elle méritait depuis le début, et dans une prison fédérale à 3 heures de là, Gérald et Deborah Hoffman apprenaient ce que signifiait tout perdre. Affronter des conséquences, enfin payer pour leurs crimes, l'histoire était finie. Les méchants avaient perdu, les gentils avaient gagné, et Harvey Sawyer, debout sur le porche de son père, se sentait quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis des années. La paix, demain, apporterait de nouveaux défis. Melody continuerait à grandir, Christine continuerait à essayer de reconstruire leur relation, la vie continuerait, compliquée et désordonnée et réelle, mais ce soir, Harvey Sawyer se permit simplement de rester immobile, de respirer profondément, et de savoir qu'il avait fait ce qu'il fallait pour sa fille. Son père et lui-même, la justice avait été rendue et c'était suffisant. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai